Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de novembre 2024. Donc, dans cette vidéo, on va passer en revue mes lectures manga du mois de novembre 2024, comme le titre l'indique, c'est assez évident. Et donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, on commence avec le tome 108 de One Piece. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est le tome brillant. Hop. Voilà, vous le voyez, la brillance fluctue. Bon, il y a beaucoup de reflets, donc j'évite de trop le bouger, mais bon. One Piece, comme d'habitude, je vais éviter tout spoiler, donc je ne vais pas du tout parler de ce qui se passe dans l'histoire, je vais juste vous dire que c'est cool, il y a de la backstory, il y a des trucs plutôt touchants, c'est vraiment un très beau passage de One Piece. Moi, je maintiens mon avis comme quand on est peut-être revenu dans l'âge d'or de One Piece, vous voyez. L'âge d'or, pour moi, l'âge d'or, c'est entre Long Green Longland et l'Ellipse. Donc, peut-être qu'on est revenu dans cette ambiance-là, un peu. C'était très bien aussi ce qu'il y avait après, mais bon, plus fluctuant, quoi, et un peu moins unanimement génial, quoi, vous voyez. Donc là, je crois qu'on est en train de revenir dans un arc très cool, hein. Donc voilà, comme d'habitude, je l'ai dit, pas trop de spoil, donc je vais m'arrêter là pour One Piece, mais ce tome, je vous le conseille à fond. Si pour une raison obscure, vous vouliez arrêter One Piece au tome 107 parce que vous vous disiez « Oh non, c'est bon, j'en ai eu trop là, ça me saoule », bah le tome 108 est très bien, donc persistez un peu, même si je me doute que ce cas de figure n'arrive jamais. Ensuite, le tome 17 de Chainsaw Man. Alors ce tome 17 qui va peut-être être un peu plus nuancé et un peu moins amélioratif que d'habitude. Pourquoi? Parce que ça fait déjà quelques tomes, si vous avez vu les vidéos précédentes de lecture du mois, vous l'avez peut-être capté, que je trouve que ça manque un peu, Chainsaw Man, de l'étincelle que ça avait avant. Mais voilà, je me suis dit, ça se met en place, c'est juste que tel chapitre ou tel tome était moins dans l'action, ou moins dans l'explication, et du coup, il y avait moins d'éléments géniaux, il y avait moins de twists, il y avait moins de trucs inattendus. Bon voilà. Sauf que là, ça commence à faire un petit peu longtemps, et ce tome-là m'a pas spécialement convaincu non plus. Non pas que c'était nul, hein, mais c'était... il y avait plus cette petite étincelle du début de Chainsaw Man, je trouve. Et après, c'est juste une impression sur le moment, hein. Peut-être que si je me le relisais tout, je changerais d'avis, mais... Et du coup, là, en plus, il y a de l'action. Enfin, ça commence à se mettre en place. Il y a des gros chamboulements qui se démarrent. Et pourtant, j'ai quand même, voilà, ce ressenti très spectateur devant cette partie de Chainsaw Man. Je suis beaucoup moins investi que dans la première. Ce qui, encore une fois, peut être dû de tout un tas de facteurs. Par exemple, pendant une grande partie de la première partie de Chainsaw Man, j'ai été nouveau lecteur. Et en plus, j'étais nouveau lecteur qui enchaînait les tomes. Parce que j'ai pas commencé Day One Chainsaw Man, moi j'ai commencé un peu après. Donc du coup j'avais plein de tomes à lire. Peut-être que c'est ça aussi qui m'a galvanisé pendant ma lecture. Alors que là je suis au compte-gouttes et du coup peut-être que je suis moins dedans. C'est peut-être ça aussi, vous voyez. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que je trouve cette deuxième partie un peu moins bien mise en place. Et un peu moins tape à l'œil peut-être. Donc voilà, un peu dommage parce que les tomes de Chainsaw Man... Avant, vraiment, je les lisais dès que je pouvais, quoi. C'est genre, faut que je l'achète au plus tôt et faut que je le lise au plus tôt. Là, je serais peut-être plus prompt à lire autre chose avant, vous voyez. Genre le tome 18, si j'ai un autre truc à lire avant, ça me dérangera peut-être pas. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, j'ai un peu plus de mal à me mettre dans cette partie 2. Il y a des trucs qui, je trouve, sont pas spécialement amenés, en fait. Même si j'aurais du mal à vous donner un exemple précis, et c'est peut-être ça mon problème, c'est peut-être que juste ma mémoire est un peu fluctuante, vu que je l'ai fait au compte-gouttes maintenant, les tomes. Donc peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien le puzzle, mais voilà, j'ai le sentiment que c'est moins impressionnant qu'au début, ce qui peut-être est normal. Toujours est-il que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer ensuite, donc voilà, la série n'est pas devenue illisible, hein, la série est toujours sympathique à suivre, mais voilà, je suis passé vraiment d'un énorme coup de cœur à ouais, bon, bah, je me lirai le prochain tome, on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, après comme j'ai dit, il y a des gros chamboulements dans ce tome, peut-être que ça va repartir aux trois quarts de tour là, donc on verra bien. Ensuite, Konosuba soit béni monde merveilleux, tome 16. Alors Konosuba, c'est une licence qui a été très populaire, notamment en animé, même si c'est un light novel à la base, mais c'est l'animé qui a rendu la licence très populaire. D'ailleurs c'est moi-même comme ça que j'ai découvert, hein. Moi j'ai regardé l'animé avant de regarder le manga. Puis, il y a encore de l'animé qui est sorti, mais vu que j'étais dans le manga, bah j'ai pas vu la suite. Donc malheureusement je suis coincé entre deux feux pour animé ou manga vis-à-vis de Konosuba. Mais tout ça c'était pour dire que le manga est très cool. Le manga n'est pas un produit dérivé. Le manga retranscrit de manière efficace l'histoire. C'est pas juste parce que des fois quand t'as des licences, surtout que quand c'est des light novels à la base, qui ont été adaptées en animé, qui ont eu du succès en animé,
bah parfois le manga c'est un peu la cinquième roue du carrosse quoi, vous voyez. C'est un peu le produit dérivé qui est là juste pour vendre des mangas parce qu'il faut le faire et puis comme ça, voilà. C'est pas le cas pour Konosuba, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est, bah, vous le voyez, c'est jusqu'au tome 16 généralement. En plus les mangas très qui sont là juste pour faire la promo, généralement ils durent pas jusqu'au tome 16, hein, ils s'arrêtent plus tôt. Donc voilà, très cool à suivre en fait Konosuba, c'est ce que j'essaie de dire. Malgré le fait que j'ai dû délaisser l'animé pour passer au manga, je passe un très bon moment en lisant le manga et je découvre des nouveaux arcs et tout, et du coup c'est très cool. Franchement, je regrette, dans l'absolu, je regrette pas d'être passé au manga, même si forcément quand je vois une nouvelle saison annoncée de l'animé ou le spin-off avec Megumin là, forcément je suis un peu en mode oh, mais moi je voulais aussi regarder l'animé. Mais bon, si je fais les deux en même temps, ça va gâcher les deux en fait, ça va me gâcher les deux. Donc autant faire l'un et quand je pourrais beaucoup plus tard faire l'autre histoire de me revivre le truc. Sauf que là, vu que je suis à moitié entre les deux, ça fait un truc un peu bizarre. Mais bon. Quoi qu'il en soit, cet arc est très cool aussi. Mine de rien, c'est un truc assez gaguesque, mais l'histoire avance, hein, il y a des développements, donc assez curieux de voir ce qui va se passer. Ensuite, les tomes 3 et 4 de Danmachi saison 2. Alors Danmachi saison 2, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est un peu la série qui m'a réconcilié, entre gros guillemets, parce que j'étais pas fâché, hein, avec Danmachi. Pourquoi? Parce que comme j'avais pas commencé encore le manga la saison 2, j'étais un peu déconnecté, on va dire, du spin-off Sword Oratoria, parce qu'il y a des délires de parallélisme, mais du coup j'avais moins le délire, et en plus j'avais peur que ça me spoil. Mais depuis que j'ai entamé Danmachi saison 2, bah là je suis à fond dedans en fait. Du coup j'ai repris tous mes repères dans l'univers. En plus j'ai aussi commencé, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, et terminé par la même occasion le spin-off Familia Chronicles Episode of Ryu. Donc vraiment j'avais une vue globale de l'univers de Danmachi d'un coup quoi. Alors qu'avant j'étais un peu perdu, j'étais ouais bah Danmachi ils ont arrêté, Sword Oratoria ça continue mais c'est un peu long et il y a des parallélismes que je capte pas. Donc là forcément Danmachi saison 2 ça m'a regalvanisé sur cette licence. Et du coup je suis beaucoup plus investi, beaucoup plus à fond dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote qui ne sert à rien, mais il y a 1 ou 2 jours, ou peut-être 3, au moment où je tourne, hein, bien sûr, pas au moment où c'est sorti, enfin je sais pas quand je la sors, on verra bien, si ça se trouve je suis méga motivé et je monte tout d'un coup. Hein. J'ai joué à Is It Wrong to Shoot Them Up Girls in a Dungeon. Bon, ça c'est un dérivé du titre anglais de Danmachi. En gros c'est un Shoot Them Up Danmachi. Assez simpliste hein, que j'ai sur Switch, que j'ai acheté avec mes points Nintendo, parce qu'il fallait que je les utilise avant qu'ils périment. Mais voilà, du coup, anecdote un peu marrante que je peux glisser ici. Au moins ce jeu aurait eu une mention quelque part dans l'histoire de l'univers, parce que je crois pas qu'il soit très connu ce jeu, mais bon. Du coup c'est marrant, un petit shoot'em up Danmachi. Et voilà, ça témoigne un peu aussi du fait, parce que j'avais téléchargé depuis longtemps ce jeu-là pour utiliser mes points Nintendo, c'est juste que j'ai jamais joué. Ça témoigne un peu du fait aussi que je suis plus investi dans la licence Danmachi depuis saison 2, parce que du coup je me suis enfin décidé à y jouer. Et c'est un jeu très court, hein, il y a genre 5 niveaux. Et du coup bah plutôt cool quoi, plutôt cool de voir que mine de rien c'était la pièce manquante qu'il me fallait pour continuer Danmachi sereinement. Et du coup si vous-même vous voulez vous mettre à Danmachi, vous contentez pas du manga Danmachi tout court, parce que, enfin ça dépend en fait, si vous voulez faire la licence étendue comme je suis en train de le faire moi, en lisant à la fois Danmachi qui est terminé, Danmachi Episode of Ryu qui est terminé, Danmachi saison 2 qui est en cours, et Danmachi Sword Oratoria qui est en cours, forcément faut pas que vous manquiez une pièce du puzzle, enfin à la limite Episode of Ryu c'est un peu spin-off, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une grande licence et que avoir de nouveau une vision globale ça aide beaucoup, voilà. Et cet arc-là, qui en l'occurrence se termine au tome 4, était très satisfaisant, très prenant, et je suis pressé de voir la suite du coup, parce que là je suis de plus en plus investi dans l'univers. Bon, du coup, on venait d'en parler, là c'est le tome 16 de Danmachi Sword Oratoria. Danmachi Sword Oratoria qui, pour rappel, est le spin-off de Danmachi qui suit les aventures de la familia de Loki, donc la familia de Aiz, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui du coup est une histoire parallèle aux aventures de Danmachi tout court. Donc il y a des trucs qui se font écho, c'est ce dont je parlais plus tôt avec Danmachi saison 2. Et du coup les trucs qui se font écho sont d'autant plus poignants et d'autant plus... poignant c'était peut-être pas le mot, mais d'autant plus intéressant quand justement t'as lu l'autre truc juste avant. Et en l'occurrence c'est le cas. Et du coup vu qu'il y a des événements qui sont échos par exemple entre ce tome 16 et le tome 3 et 4 de Danmachi saison 2,
Et ben du coup, c'est très intéressant, parce que tu te situes beaucoup mieux temporellement, tu te situes beaucoup mieux par rapport aux relations entre les personnages, notamment certains méchants qui sont récurrents dans les deux œuvres. Du coup, et Danmachi Sword Art Oratoria, très très cool comme compagnon de Danmachi en fait. C'est pour ça que du coup j'étais un peu moins dedans quand Danmachi s'est arrêté et que Danmachi saison 2 a mis du temps à commencer. Donc voilà en fait. Danmachi Sword Art Oratoria, c'est une œuvre qui déjà, niveau dessin et tout, était très cool, niveau narration est pas mal du tout, mais prend toute sa valeur une fois que t'as Danmachi à côté, quoi. Faut avoir les deux en même temps, en parallèle, avec le bon timing, parce que, encore une fois, j'ai très peur que dans quelques tomes Danmachi Sword Art Oratoria me spoil, ça m'embêterait un peu, mais avec le bon timing, et les éditeurs ont l'air de faire en sorte qu'on garde le bon timing pour le moment, donc ça c'est cool, bravo au Toto. Et ben c'est très cool en fait, ça se répond. Et du coup c'est très très agréable à suivre. En plus là on développe beaucoup les personnages du coup de la famille de Loki. Là où vous vous en doutez avec la couverture c'est autour de Beth d'être pas mal développé. Enfin c'est le début quoi, c'est l'amorce de son gros développement. Donc pareil, assez curieux de voir ce que ça donne, même si Beth c'est pas mon perso préféré. Mais bon, il a une backstory un peu intéressante, vous voyez, du coup on apprend dans ce tome 16. Donc pressé quand même d'en savoir plus. Ensuite, Interspecies Reviewers tome 7 et 8. Donc, comme d'habitude, je vais l'expédier rapidement. Trigger warning, c'est un ecchi. Hein, donc, bien sûr, si vous êtes totalement réfractaire au ecchi, passez votre chemin. C'est un ecchi plutôt du côté comique de la force. Donc, c'est assez drôle, assez innovant. Et voilà, toute la force de ce manga, c'est vraiment, je trouve, moi, son world building et son développement des espèces. On est un peu, pour ceux qui voudraient un parallèle avec un truc non ecchi, on est un peu sur le glouton et dragon, mais au lieu de la nourriture, c'est du ecchi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est dans un univers où on développe vraiment beaucoup des aspects de personnages, de monstres de fantasy, qu'on ne développe pas habituellement. Donc dans Glouton et Dragon, pour l'exemple de tout à l'heure, c'est la nourriture, le goût, la texture de la chair ou je sais pas quoi. Dans Interspecies River, c'est l'aspect ecchi des choses. Donc du coup c'est très inventif en fait, et ça nous met une lumière un peu incongrue sur des créatures qu'on connaît très bien de la culture populaire, de la fantasy, de la mythologie, etc. Et du coup voilà, et vu qu'en plus il gère assez bien le world building, pour donner un exemple qui est dans cet tome, si vous voyez pas de quoi je parle, pour ceux qui les ont lus du coup, mais bon. Par exemple le truc avec les sauterelles là, bah ensuite ça se répercute dans quelques chapitres plus tard sur le marché des gemmes. Vous voyez, pour ceux qui ont lu les tomes. Et ça par exemple c'est un des éléments qui montrent qu'ils font attention en fait à leur délire. Ils font attention à ce que tout se réponde bien, tout soit intriqué. Pareil pour les golems, il y a plein de lore dans ces tomes-là. Enfin, voilà, t'as des moments de grâce en fait dans ces mangas où d'un coup il te balance du lore, d'un coup il te balance des intrications auxquelles tu t'attendais pas. Il y a un peu de politique même de temps en temps. Ça reste un ecchi rigolo pour le LOL, mais l'inventivité, l'aspect novateur enfin tu verras jamais ça ailleurs quoi. De cette vision des personnages mythologiques et des monstres de fantasy et ce genre de trucs. Enfin voilà, c'est assez original. Hein. Après, ça plaît pas à tout le monde, ça c'est normal. Mais bon, je sais qu'il y en a qui ricanent ou qui roulent des yeux quand je présente ce manga. Je le sais parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur un TikTok qui en parlait récemment. Et du coup, voilà, moi je vous le redis, si vous êtes ouvert d'esprit, si le ecchi ne vous gêne pas, c'est très rigolo à suivre Interspecies Reviewers, et c'est toujours plein de surprises. Voilà. Mais après, voilà, je comprends totalement que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde. Ensuite, World's End Dream Fantasy, tome 11. Alors, World's End Dream Fantasy, le spin-off fantasy de World's End Dream, mais qui est plus qu'un spin-off, c'est vraiment juste sa propre histoire en fait. Hein. Il n'y a pas genre les persos en mode fantasy, c'est pas ce genre de spin-off. C'est en fait, pour moi, la série World's End Dream, sachant qu'il y a même eu un truc harem inversé qui est jamais sorti en France, pour le moment, et un autre spin-off à l'école pour le coup. Moi, World's End Dream, je vois plutôt ça comme une série, anthologique entre gros guillemets. Alors quand je dis une série anthologique, c'est pas la série World's End Dream Fantasy qui est anthologique, hein. Mais je veux dire la licence World's End Dream, je vois ça comme une licence anthologique en fait. Vous voyez. Donc t'as World's End Dream qui est son propre truc, t'as World's End Dream Fantasy qui est son propre truc, t'as World's End Dream Light of quelque chose, je sais plus comment ils l'ont appelé, qui est son propre truc. Et après, oui, t'as le spin-off à l'école qui est dérivé de World's End Dream Fantasy là. Mais
Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous aimez pas trop les personnages de World's End Realm par exemple, World's End Realm Fantasy reste intéressant, enfin c'est pas rédhibitoire du coup. Voilà, tout ça pour dire que histoire de fantasy très très prenante, encore une fois attention ecchi, je précise au cas où, hein, on sait jamais qui peut tomber sur la vidéo. Dans les tomes précédents, si je me trompe pas, on avait commencé à introduire un deuxième protagoniste, donc c'est marrant parce que c'est un peu en parallèle à World's End Realm pour le coup ce coup-ci. Même s'il n'y a pas les mêmes personnages du tout, hein, mais il y a aussi un deuxième protagoniste qui débarque dans la deuxième partie de World's End Realm. Du coup, intéressant de voir que ce tome se focalise quand même pas mal sur le premier protagoniste. Ce qui veut dire qu'on n'a pas laissé tomber le premier en passant au deuxième, ça c'est cool. C'est un peu ma crainte, même si l'histoire du deuxième protagoniste avait quand même l'air intéressante, hein, mais c'était un peu ma crainte qu'on laisse un peu trop tomber le premier protagoniste en passant au deuxième, ça n'est pas le cas. Donc ça c'est cool. Et l'histoire continue de se développer, il y a de la géopolitique, il y a des enjeux, il y a des tensions, il y a même des histoires de naissance qui commencent à se mettre en place du coup. Et ça c'est aussi intéressant parce que du coup ça va changer complètement les relations entre les personnages et les développements qu'ils peuvent avoir. Enfin voilà, est-ce qu'on va finir dans une histoire à la Brutus où par exemple il se fait trahir par un de ses enfants? C'est possible, c'est une possibilité. Donc voilà, très intéressé moi par la suite des événements, c'est vraiment une sorte de fresque un peu fantasy et un peu politique et géopolitique, mais d'une armée d'un monde de fantasy avec de la magie quoi. Et il y a sans doute de la trahison, il y a sans doute des twists, voilà, très intéressé quoi, c'est super. Franchement je le dis toujours, mais ceux qui aiment pas le ecchi du coup vous ratez une très bonne histoire en fait, ce qui est dommage pour vous, mais bon je peux comprendre. Et on conclut sur le dernier manga de cette vidéo, qui est donc les derniers tomes d'un manga en plus, ça tombe bien. Corpse Party, tome 9 et 10. Donc Corpse Party Blood Covered, je précise parce que Corpse Party c'est une licence avec plusieurs jeux qui ont été adaptés en plusieurs mangas, et puis il y a même quelques OAV, des trucs comme ça. Donc voilà, je suppose qu'il y a d'autres Corpse Party, je suppose même pas, je le sais en fait, mais... donc Corpse Party Blood Covered, très cool. Alors c'est une série que j'avais commencé, il me semble, ouais c'est du Mana Books, donc c'est bien pour ça. C'était juste pour les cartes Mana Books à la base, mais j'ai persisté et c'était plutôt cool. Moi l'horreur c'est pas spécialement mon délire, mais si c'est bien fait, il y a moyen que je rentre dedans. Et en l'occurrence c'était bien fait, et j'ai été très pris dans l'histoire au début, surtout avec les petits délires de dimensions parallèles, tout ça. J'en dis pas en détail, vous allez comprendre si vous lisez. Il y a plein de mystères, plein de trucs comme ça, c'était très intéressant. Quand on a commencé à découvrir un peu plus en détail ce qui se passe, voilà, à voir qui sont les fantômes, pourquoi ils sont là, machin, ça s'est mis à faire sens. Donc c'était pas juste de l'esbrouf, il y a vraiment du sens. En fait, ouais, c'est même... Chaque fantôme, si vous voulez, a même sa petite entrée dans une page interchapitre à chaque fois qu'on découvre des choses sur lui. Et du coup, ouais, c'est vraiment documenté, quoi. À mon avis, dans le jeu, doit y avoir un glossaire ou un truc comme ça des fantômes, parce que ça se voit qu'à chaque fois qu'on découvre un truc sur un fantôme, c'est marqué oui, alors ce fantôme-là, il a cette particularité-là, il est mort comme ça, machin. C'est intéressant, en fait. Du coup, chaque mort a de la valeur, quoi. Chaque mort a un sens. Et ça c'est plutôt cool, dans un truc de fantôme comme ça. Et l'histoire se conclut, après elle se conclut de manière conclusive, il n'y a pas de problème, mais elle se conclut quand même sur une sorte de cliffhanger pour le jeu d'après je crois. Du coup c'est pas très clair pour moi qui n'ai joué à aucun jeu. Et voilà quoi, alors s'ils sortent le prochain manga, la suite en manga, je ne sais pas si je l'achèterai en France. Parce que niveau budget c'est pas encore ça moi, mais... Voilà, je garderai dans un coin de ma tête qu'il faut que je me lise la suite si jamais elle sort un jour en France. Mais encore une fois, malheureusement, je pense pas que je pourrais la lire immédiatement, ça c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, si vous aimez bien l'horreur, si vous aimez bien les jeux vidéo, je crois que c'est un jeu pas RPG Maker forcément, mais dans ce style-là, Corpse Party à la base, donc peut-être que vous vous intéressez peut-être plus au jeu. Voilà, quoi qu'il en soit, licence intéressante et je suis content d'avoir découvert. Je me regarderai peut-être les OAV qui je crois sont adaptés du même jeu, enfin de la même histoire en tout cas. Donc intéressant et content d'avoir découvert. Pour le manga coup de cœur du mois, il n'y a pas trop de débat. Alors ça aurait peut-être pu être Danmachi pour le symbole, vu que comme je vous l'ai dit, je suis pas mal rentré dans la série depuis cette saison 2.
Mais c'est bien One Piece qui remporte ce coup de cœur du mois. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je peux pas spoiler, enfin je ne veux pas vous spoiler One Piece, c'est un de mes principes. Mais il y a du gros flashback, il y a de la grosse backstory sur des personnages que vous connaissez peut-être déjà, que vous connaissez peut-être déjà pas. Je vais pas spoiler. Mais vraiment, c'est super intéressant quoi, quand tu t'intéresses à l'univers de One Piece depuis des années comme moi. Il y a des grosses révélations quoi, il y a des trucs méga intéressants à savoir quoi, ça change un peu ta vision de certains personnages, etc. Encore une fois, je précise pas qui, je précise pas où, quand, comment, pourquoi. Mais, du coup, One Piece, voilà, gagne. Après, c'est toujours un peu dommage quand c'est One Piece qui gagne, parce que c'est un peu le gagnant par défaut, quoi. Vous voyez, un tome de One Piece, j'en sors rarement en me disant je veux pas lire la suite. J'en sors souvent en me disant vivement la suite. Donc, voilà, même les moments où One Piece c'était le moins hype pour moi, c'était quand même facilement un candidat au coup de cœur du mois. Donc bon, un peu le résultat par défaut, mais en même temps, quand il gagne, il faut le dire quoi. Donc One Piece, coup de cœur du mois. Et voilà, c'est tout pour les lectures manga de ce mois-ci. Plutôt cool, je trouve que la vidéo soit pas trop longue pour une fois. Je sais que des fois j'ai tendance à m'allonger un peu dans mes explications et à partir un peu en tangente. Là, on est pas mal, je trouve. Les lectures plutôt efficaces, même si on n'a pas eu énormément. Ça reste des lectures plutôt cool, hein, je veux dire. Une fin de série, des continuations de trucs que j'aime bien. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de plus dans l'absolu? Même si c'est bien d'avoir des petites nouveautés de temps en temps, c'est bien aussi de continuer ces séries et de les terminer pour Corpse Party, bien sûr, de temps en temps, quoi. Donc, vraiment cool, plutôt bonne lecture, et j'espère que mes lectures suivantes seront tout aussi bonnes. C'était Japanman, à plus!